Je m'appelle Jean-Marie Savino et je fais partie de l'association Environnement Éco-Circulaire. L'atelier que vous allez suivre s'intègre dans le projet Zéro déchet dans les crèches de la commune d'Etterbeek. Elle concerne 3 crèches, la crèche Le Chalet, la crèche Sainte-Anne et la crèche Aimé Dupont. Voici les dates prévues pour les échanges Zoom. Pour l'atelier Environnement et Santé, ce sera le jeudi 7 janvier. Pour l'atelier Zéro déchet, ce sera le lundi 11 janvier. L'atelier produits cosmétiques ou de soins, mardi 19 janvier. Nature en ville qui traitera du potager des poules, lundi 25 janvier. L'atelier sur le compostage, mardi 2 février. L'atelier sur les langes lavables, mardi 9 février. L'atelier produits d'entretien, mardi 16 février. Bonjour, je suis Hélène Goutals et je vous présente l'atelier Nature en ville qui va vous parler des espaces verts, des potagers et des poulaillers à la crèche. Nous avons réalisé cet atelier ainsi que les autres en collaboration avec l'ONE, soutenu par la commune d'Etterbeek et avec le soutien de Bruxelles Environnement. Voici mes coordonnées si vous souhaitez entrer en contact directement avec moi et le site internet de l'ASBL Éco-Circulaire pour laquelle je travaille. Alors, l'atelier Nature en ville, pourquoi est-ce important? Recycler ces déchets à la source, c'est le plus efficace et le moins d'impact pour l'environnement. Donc ici, il s'agit évidemment de déchets organiques. D'autre part, produire soi-même ses légumes, c'est très gratifiant. On a vraiment une réalisation personnelle qu'on peut consommer. Pour les enfants et pour les adultes aussi, regarder pousser une plante, ça concrétise vraiment notre lien à la terre et à son rythme. Ça prend du temps. Donc c'est vraiment important, dès le plus jeune âge, d'accompagner les enfants pour cet apprentissage et ce lien à la terre, particulièrement en ville. Nous allons parler aussi des zéro pesticides pour les espaces verts. La commune d'Etterbeek étant zéro pesticide, c'est important de le rappeler, d'expliquer pourquoi. Enfin, la grosse partie de l'atelier, ce sera comprendre le fonctionnement d'un potager et d'un poulailler. Et également, c'est important de comprendre les limites sanitaires pour utiliser les produits issus des poulaillers et des potagers pour l'alimentation des enfants de la crèche. Donc, il y a des règles à respecter et c'est important de les connaître. Alors, le poulailler à la maison, comment ça se passe? Vous avez ici une illustration des déchets qu'on peut donner et que les poules vont manger, et par contre, ce qu'elles ne mangent pas. Donc, on peut donner beaucoup de choses, mais donc on va peut-être se focaliser sur ce que par contre, elles ne mangent pas. Donc, les pelures de bananes. Par contre, ces pelures de bananes peuvent être utilisées dans le potager, apportent du potassium notamment pour tout ce qui est plantes fleuries. Les pommes de terre, donc les pelures de pommes de terre, elles ne sont pas consommées par les poules. Tout ce qui est agrumes, évidemment, voilà, elles ne savent pas y accéder. Ce qui est pourri, c'est pas très bon pour elles non plus. Donc, il ne s'agit pas de leur donner des choses vraiment trop avariées. Et donc, vous avez quelques illustrations ici de tout cela. Il y a aussi tout ce qui est aliacé, donc que ce soit les poireaux, les oignons, etc. Ce n'est pas quelque chose pour lequel elles ont une préférence. Par contre, tout ce qui est épluchure de fruits, de légumes, les trognons, les coquilles d'œufs, mais là c'est important de les broyer pour qu'elles ne prennent pas l'habitude. Peut-être par la suite, c'est un risque de détruire leurs propres œufs. Donc il faut vraiment que ce soit bien broyé. Et enfin, tout ce qui est reste de féculents, donc reste de riz, reste de pâtes. Et les pommes de terre, par exemple, si c'est un reste de pommes de terre cuites, là, il n'y a pas de souci. Alors, combien de poules? Il ne faut pas en prendre de trop parce que ça peut vraiment, d'une part, abîmer, je veux dire, l'environnement, mais également, elles seront, je veux dire, en moins bonne santé. Donc, il faut plus ou moins 4 à 8 mètres carrés pour 2 poules. Il vaut mieux d'ailleurs qu'elles soient 2, toutes seules, elles sont un peu tristes. Alors, comment on s'organise? Ce qui est très important, c'est de séparer les nichoirs, donc les endroits vraiment où vous allez leur permettre de pondre, donc des espaces qui doivent être clos,
avec de l'ombre. Elles ont besoin vraiment de se sentir à l'abri. Vous mettez de la paille ou du foin. Et par contre, il y a le perchoir, donc un endroit où elles peuvent se percher pour dormir. Elles ont besoin vraiment d'être perchées. Et donc, voilà, comme toutes les crottes vont se retrouver en dessous des perchoirs, c'est très important de séparer ces deux lieux si vous faites vous-même votre poulailler. Alors, nettoyez très régulièrement également, donc je dirais une fois par semaine, je vais dire un nettoyage de base et au moins une fois par an de tout vider, nettoyer et assainir. Et alors un autre élément très important, c'est qu'elles aient accès à de l'eau propre en suffisance et tout le temps. Donc ça veut dire qu'en été, il faut vraiment le changer très souvent puisque l'eau avec la chaleur peut facilement, je veux dire, amener un développement de bactéries s'il y a des crasses qui s'y développent. Et en hiver, puisque les poules n'ont pas de chauffage, c'est important en période de gel de chaque fois leur remettre de l'eau accessible. Alors, pour tous les détails sur les besoins des poules et les soins à leur donner, la commune d'Etterbeek vous a fait un guide très très complet. Je vais vous montrer un extrait de ce guide. Voilà, donc voilà comment se présente ce guide, donc qui est disponible sur le site internet d'Etterbeek. Vous aurez les liens par rapport à ce guide. Et donc, voilà un petit peu la table des matières. Donc, vous avez vraiment tous les aspects pratiques. Vous avez notamment tout l'aspect santé, donc de voir un peu l'aspect des poules au niveau des crêtes, au niveau des plumes et au niveau de leur attitude. Vous pouvez voir s'il y a un problème ou pas. Et donc, voilà, on parle de tous les parasites et notamment d'une plante très intéressante qui est la tanésie et qui donc permet de lutter contre les poux rouges, qui est une maladie assez fréquente chez les poules. Donc, c'est important soit d'avoir, je veux dire, de la poudre peut-être de tanésie, soit de pouvoir la récolter dans votre entourage, ou si vous avez un jardin, de peut-être la cultiver dans votre jardin pour pouvoir donc lutter contre cette maladie. Au niveau des œufs, donc vous avez un peu une idée ici de la quantité d'œufs que vous pourrez avoir, sachant qu'il y a des moments d'interruption. Et donc c'est important de savoir, je veux dire, avoir les dates des œufs, à moins que vous en consommiez vraiment beaucoup, mais donc de mettre au crayon sur la coquille la date de la ponte, comme ça vous mangerez les plus anciens d'abord. Et voilà, il y a plein d'autres éléments très concrets qui se trouvent dans ce guide. Et vous avez même des recettes de cuisine. Et à la fin donc, de ce guide, vous avez des références, notamment pour construire vous-même votre propre poulailler. Voilà, alors pour le projet Poule urbaine, mis en place par la commune d'Etterbeek, donc le guide se trouve à cet endroit, mais également il y a des projets de poulailler collectifs qui ont été démarrés en 2016. Pour l'instant, tout cela est interrompu, mais vous pouvez toujours manifester votre intérêt en contactant le service développement durable. Donc, vous retrouverez le téléphone et le mail sur le site de la commune. Alors, après les poulaillers, les potagers. Alors, quelles sont les possibilités à Etterbeek? Nous allons commencer ici par les jardins participatifs. Donc, il y a des jardins que vous pouvez visiter à l'adresse indiquée ici, avenue Nouvelle 171-173. Et vous avez ici une illustration que vous pouvez trouver aussi sur le site du développement durable. Mais donc ici, vous voyez un peu tout ce qu'il est possible de découvrir. Donc, on a un jardin collectif et pédagogique en permaculture, une spirale d'aromatique, une zone de détente, puisque vous êtes là lors de la visite, c'est toujours agréable de pouvoir se détendre, une zone de maraîchage biologique, vraiment pour la production
de fruits et de légumes, y compris des serres, des petits fruits, etc. Un compost collectif, évidemment, c'est la base dans un jardin d'avoir un compost. Un abri pour les jardiniers. Et il y a également un jardin adapté pour les personnes à besoins spécifiques avec des bacs surélevés, suspendus. Voilà, il y a encore plein d'autres choses, mais ici nous allons je veux dire, nous concentrer sur les aspects de potager. Donc je ne vous explicite pas l'ensemble, mais vous pourrez le découvrir sur le site internet et aller peut-être faire une visite en fonction des conditions qui sont imposées. Alors, à la crèche même, pour les enfants, donc c'est intéressant de mettre en place des bacs potagers. Si vous avez un plus petit jardin chez vous, ben, c'est aussi une manière intéressante de cultiver. Alors, quelles sont les particularités des bacs potagers par rapport à un potager en pleine terre, si vous avez le choix entre les deux possibilités? Ben, d'abord, ben, c'est qu'il y a quand même un coût pour ces bacs ou un travail d'autoconstruction. Donc, pour simplifier, un bac, vous pouvez en acheter dans le commerce, mais souvent, bon, c'est facile évidemment, tout est prêt, mais souvent les planches sont, je veux dire, du sapin qui se dégrade facilement, ils ne sont pas très épaisses et donc, ben, c'est pas très durable. Donc, d'autres possibilités, je veux dire, d'autoconstruction, ben, c'est de prendre 4 piquets carrés, des planches plus épaisses du coup et peut-être d'une meilleure qualité. L'idéal, c'est du mélèze, qui est tout à fait local. Et donc, on peut visser et à l'intérieur mettre du géotextile pour éviter que la terre soit directement en contact avec le bois et donc, dans ce cas, risque d'abîmer votre bois. Et ensuite, également, de traiter à l'huile de lin les planches pour qu'elles, de nouveau, qu'elles résistent plus longtemps. Une autre possibilité, c'est du tressage avec des branches de noisetier, par exemple, ou de saule d'évanier. Vous avez une illustration ici en dessous dans un des jardins. Un endroit que je vous recommande, c'est le site de démonstration du comité Jean Pin à Londerzeel, où vous pourrez voir plein de bacs différents. Donc, nous vous mettrons les coordonnées du comité Jean Pin également dans les références. Alors, pour remplir ce potager en carré, donc on ne met pas que du terreau, on ne met pas que du compost, on ne met pas que de la terre. L'idéal, c'est un mélange sable, terre, compost. Puisque le compost, c'est de la matière organique, mais les plantes, pour pousser, elles ont aussi besoin de matière minérale et donc de terre. Et le sable permet d'avoir un meilleur drainage en fonction de la terre dont vous disposez. Bon, il faut savoir que c'est un travail physique parce que faire le bac en bois, c'est une chose, mais remplir de terre, c'est quand même un travail. Et il faut amener la terre également à l'endroit où vous avez prévu de mettre votre bac. Donc, c'est important d'y penser avant de vous lancer dans ce projet. Autre chose, des bacs, c'est surélevé. Et donc, quand il fait chaud, particulièrement avec les étés, même le printemps qu'on a eu l'année passée, c'est important d'arroser. Il faut plus arroser que si c'est en pleine terre. Et au niveau des plantes, voilà, il faut suffisamment de terre pour que les plantes puissent se développer. Et par exemple, des plantes qui ont plus besoin d'eau et de matière organique, comme des potirons, c'est parfois plus difficile à réussir. On aura des plus petits potirons si on les fait dans des bacs qu'en pleine terre. Mais tout dépend évidemment de la matière que vous avez apportée. Et ici, vous avez plein de petits exemples voilà, de récupération de pots en terre pour faire pousser des choses. Donc toujours le point d'attention, l'arrosage, puisque là, ça va se dessécher quand même assez facilement. Donc, peut-être choisissez plus des plantes aromatiques de régions sèches comme du thym, des choses comme ça, plutôt que mettre, je veux dire, par exemple, des fraisiers qui ont besoin quand même d'eau. Donc voilà, c'est toujours important de veiller à la fraîcheur pour les racines des plantes. Alors pour les espaces verts, donc la commune d'Etterbeek est en zéro pesticide depuis 2015. Et donc chez vous, c'est important de ne pas utiliser de pesticides. Alors comment est-ce qu'on procède si vous avez peut-être eu l'habitude ou vous pensez utiliser des pesticides? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? La première chose, c'est d'éviter un sol nu. Parce que ce qu'on appelle les mauvaises herbes, en général, c'est des plantes sauvages qui font une peau sur la terre. La terre, elle ne veut pas rester nue, elle ne reste jamais nue. Et donc, elle va créer naturellement ça avec des plantes sauvages. Donc, si vous paillez, par exemple avec des écorces, des copeaux de bois, de la paille,
Des ardoises aussi, c'est quelque chose qui visuellement peut être intéressant. Donc, ou bien vous plantez des couvre-sols, donc des plantes qui, si c'est un endroit que vous voulez, qui est décoratif, vous pouvez planter des couvre-sols qui vont vraiment envahir tout l'espace. Mais là, il y a plein de possibilités. Renseignez-vous peut-être en jardinerie, allez voir un peu toutes les plantes possibles. Ensuite, c'est de jardiner au naturel. Donc, c'est important de veiller à la biodiversité, puisqu'un milieu qui est monoculture, donc si vous faites uniquement une plante, il y a plus de risques d'avoir des problèmes que si vous mélangez les plantes entre elles. Ce qui est important aussi, c'est de planter la bonne plante au bon endroit, c'est-à-dire que parfois vous allez craquer pour une plante que vous trouvez très jolie en jardinerie, mais l'endroit où vous allez la mettre ne convient pas, soit au niveau de l'ensoleillement, soit que le sol n'est pas adapté. Certaines plantes ont besoin de sol calcaire, d'autres de sol acide. Votre sol n'est peut-être pas très bon, donc il doit être amélioré avec du compost, par exemple. Voilà, donc si une plante ne se plaît pas, il y a quelque chose à comprendre et pas à essayer absolument de maintenir la plante avec des tas de produits. Si elle a des maladies, c'est que ce n'était pas le bon endroit ou que vous avez quelque chose à améliorer au niveau de votre sol. Choisir des espèces indigènes résistantes, de nouveau, voilà, si vous prenez des plantes fragiles, évidemment, vous aurez besoin de plus la soutenir et donc de mettre plus d'énergie. Miser sur la diversité, donc ça j'ai déjà expliqué, c'est important de diversifier pour que les mécanismes naturels pour je veux dire, utiliser au mieux les ressources ou pouvoir lutter contre les ravageurs, entre guillemets. Voilà, les plantes s'aident l'une l'autre. Attirer les auxiliaires, donc ça, c'est mettre notamment tout ce qui est des plantes à fleurs qui vont apporter les pollinisateurs, donc les abeilles sauvages, etc., mais également d'autres insectes comme les cirfes ou les coccinelles, voilà, tout ce qui permet de lutter naturellement contre les maladies. Et enfin, tolérer les adventices, donc on appelle plantes, je veux dire, indésirables, mais voilà, elles ont des avantages et c'est intéressant de les garder parce qu'elles vous donnent aussi une information sur ce qui se passe au niveau de votre sol. Alors, pour soigner vos plantes, vous pouvez aussi utiliser des plantes. Par exemple, pour lutter contre les pucerons, les acariens, les maladies fongiques, donc tout ce qui est champignons, aussi pour éloigner les insectes, la nature vous propose, il y a beaucoup de plantes qui peuvent vous aider. Alors, vous avez par exemple la recette de décoction d'ail. Il y a aussi le purin d'ortie, etc. Il y a beaucoup de recettes disponibles sur le site internet communal, donc je vais vous montrer ici cette brochure que vous pouvez télécharger également. Voilà, donc c'est une brochure qui est issue d'une conférence qui avait été donnée par Natagora, par Monsieur Pascal Hauteclerc du département éducation de Natagora, et dans lequel vous aviez pas mal de recettes. Voilà, donc il y a d'abord les purins. Donc, il y a plein de choses intéressantes dans ce PDF, mais donc je vais me concentrer sur les recettes. Ici, donc, vous avez tout ce qui est la recette du purin de manière générale, purin d'ortie, purin de consoude. Voilà, il y a plein de plantes intéressantes pour les purins. Il y a tout ce qui est décoction. Donc, ça, c'est pour d'autres plantes. Par exemple, la décoction de prêle qui donne de la force aux plantes. Donc là, c'est une autre méthode qui est détaillée ici. Les infusions de plantes, ça c'est plus, je veux dire, quand il s'agit d'infusion, c'est plus léger comme action, mais c'est toujours intéressant. Alors, vous avez l'ortie, qui est vraiment évidemment la base. Il y a le purin insecticide ou le purin engrais. Ça dépend en fait de la durée de fermentation des orties dans l'eau. L'ail. Et donc ici, je vais vous passer une petite vidéo pour justement cette préparation à base d'ail. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réaliser un insecticide naturel à base d'ail.
Pour cela, il nous faut les incontournables, huile d'olive, produit vaisselle, 1 litre d'eau, une gousse d'ail, un petit bac, un petit chinois, un pressail. Alors, pour ce faire, je prends ma gousse d'ail. Hop. Ensuite, je l'introduis dans mon pressail. Je l'écrase correctement. Ensuite, qu'est-ce que je fais? De l'eau. Pas beaucoup. Maintenant, un peu de patience, on va la laisser reposer à peu près 24 heures, comme ça, à mijoter dans son bocal. Voilà, j'avais pris un petit peu d'avance, j'en avais préparé déjà la veille. Vous voyez que ça a changé de couleur. Passez ce jus dans la bouteille, pour pas qu'il y ait de petits granulés, bien entendu. Alors, on y va doucement. Voilà. Nous avons donc notre infusion d'ail. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Toujours un peu d'huile d'olive. Là, il suffit d'en mettre juste un petit filet. De produit vaisselle, un petit filet également. Tout ça pareil pour pouvoir justement lier l'huile d'olive, l'infusion d'ail. On secoue pour en faire une solution homogène. Et maintenant, il n'y a plus qu'à verser. C'était donc notre astuce du jour, un insecticide 100% naturel à base d'ail, efficace contre les acariens, les pucerons, les autres insectes piqueurs, à utiliser en pulvérisation sous les feuilles, sur les feuilles. Retrouvez Jardiner tout azimut tous les samedis matins de 7h à 8h sur NC Première, la radio. Donc après les recettes de soins des plantes par les plantes, les purins, les décoctions, les infusions, il y a d'autres méthodes naturelles contre les ravageurs. Donc il y a tout ce qui est physique, barrière physique, par exemple contre les limaces. Bande de glu au pied des arbres, ça c'est quand on a des arbres fruitiers. Mais les pucerons qui attaquent les feuilles peuvent faire de gros dégâts, sont en fait élevés par les fourmis. Et donc si on met des bandes de glu, ça empêche les fourmis de se circuler. Et ça aide donc les ravageurs comme les coccinelles à pouvoir éliminer les pucerons excédentaires. Il y a également tout ce qui est abri pour les auxiliaires du jardin, donc tout ce qui est hôtel à insectes et les plantes favorables, donc voilà, les amis, les plantes associées dans le potager. Alors ensuite, il vaut mieux utiliser des méthodes physiques manuelles plutôt que des pesticides. Donc ponctuellement, on enlève à la main les plantes non désirées, mais aussi les branches. S'il y a vraiment une trop forte infestation de pucerons ou d'autres ravageurs, il vaut mieux enlever les branches infestées. Alors maintenant, on a vu un petit peu toutes les possibilités, mais donc qu'est-ce qu'on peut faire à la maison en résumé? Mais au niveau des poulaillers, vous avez donc les poulaillers collectifs communaux dont j'ai parlé et le guide pratique des poules urbaines. Et au niveau des potagers, il y a également des potagers collectifs que je vous ai montrés, des animations et des formations. Donc le service développement durable organise des formations et des animations sur différentes choses, le compostage, le maraîchage, l'apiculture, la conduite d'un verger. Donc, il faut voir sur leur site l'actualité. Il y a ce qui est potager en pleine terre, potager en carré, donc je vous ai expliqué les différentes modalités. La culture en pot aussi, sur la terrasse, on peut tout simplement cultiver des tomates par exemple dans des pots. Et si vous avez besoin de conseils, une ressource, ce sont les maîtres maraîchers bruxellois. Vous verrez à la fin dans les références où vous pouvez trouver les coordonnées de ces maîtres maraîchers. Alors, pour avancer, c'est toute la politique du petit pas, puisque ces ateliers, quelque part, c'est vous donner de l'information, mais aussi vous accompagner pour avancer. C'est l'objectif du Zoom que nous aurons ensemble. Par rapport à un poulailler à la maison, un potager, que ce soit en pleine terre, un bac, ou éventuellement participer à un jardin partagé, quelles sont vos contraintes? Donc, quelles sont vos limites? Donc, je vous propose de prendre maintenant, d'interrompre la vidéo, de prendre le temps d'y réfléchir, et on y reviendra dans le Zoom donc, du mardi 15 décembre. Alors, quelles sont les recommandations au niveau de Bruxelles Environnement? Donc ça, c'est en matière de déchets.
donc la législation pour la gestion des déchets dans les poulaillers. Donc le détenteur, donc vous pouvez valoriser les restes alimentaires d'origine végétale, que ce soit épluchures, fruits, légumes, s'ils n'ont pas été en contact avec des déchets de viande et de poisson ou d'autres produits. Donc, ayez deux je vais dire, récipients. D'une part, les épluchures que vous pouvez donner aux poules, et d'autre part, les autres déchets que vous pouvez notamment composter ou éventuellement mettre dans le sac approprié. Et donc, si vous faites ça correctement, Bruxelles Environnement considère que ce ne sont pas des déchets. Dans le cadre des ménages des petites communautés, mais seulement les œufs ne peuvent pas être mis sur le marché, donc c'est vraiment pour vous-même. Par contre, en milieu d'accueil, c'est important de le signaler que c'est différent chez vous ou en crèche, donc que ce soit les parents, le personnel ou les autres externes ne peuvent ni apporter des déchets, même leurs épluchures, ni repartir avec des œufs. Donc ça, c'est important de pouvoir respecter ces règles-là et de les comprendre surtout. Alors, vous avez réfléchi juste avant à vos contraintes et maintenant, voilà, une fois qu'on a analysé un peu ces contraintes, on peut voir de manière plus claire quels changements on pourrait mettre en place, que ce soit mettre en place un potager, un poulailler ou modifier ces pratiques d'entretien des espaces verts si vous avez un jardin. Donc, je vous demande de réfléchir à votre petit pas. Qu'est-ce que le petit pas que vous pourriez, quel petit changement vous pourriez mettre en place? Par rapport à ce petit pas, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin de matériel? Est-ce que vous avez besoin de formation, de plus d'informations? Et quand? Donc, vous mettre un peu une échéance pour mettre en place ce petit pas. Donc, de nouveau, je vous propose de faire ça individuellement chez vous et nous pourrons partager lors du Zoom. C'est toujours intéressant de se soutenir l'un l'autre et d'avoir des échos d'autres personnes qui sont dans les mêmes conditions. Voilà, ici, vous avez toutes les références, mais vous les recevrez également, enfin, vous les avez reçues dans le mail d'invitation à voir cette vidéo. Donc voilà, je reprends ici tout cela. Et donc, on a parlé déjà de tout ce qu'il y a au niveau du service développement durable. Et donc, j'ajoute que sur le site de Bruxelles Environnement, il y a plein de choses intéressantes, notamment le carnet de plantes. Donc, c'est des plantes que vous pouvez rencontrer sur les trottoirs. Et donc, voilà, de pouvoir les reconnaître et puis connaître aussi leur intérêt pour nous et pour la faune. Les maraîchers bruxellois, donc le bottin dont je vous ai parlé. Et alors, la construction d'une spirale à insectes, c'est toujours intéressant d'avoir, si vous avez un jardin, de pouvoir mettre ça en place. Et également, une brochure avec 100 conseils pour respecter l'environnement et la biodiversité dans votre jardin. Voilà, donc vous avez ici toutes ces références. Voilà, à bientôt.